Ouais, c'est bon, j'enregistre. Ok. Ok, on commence. Donc, alors là, la thématique, donc auto-entrepreneuriat, entrepreneuriat, je pense qu'on va voir ça par la suite. C'est un webinaire qui est organisé du coup par le pôle ingénieur E de Polytech Alumni, qui est du coup l'association des anciens élèves et anciennes élèves de toutes les écoles d'ingénieurs du réseau Polytech. Donc, est-ce que je fais une petite quand même présentation? Moi, j'ai été diplômée donc, de Polytech Sorbonne en 2023, spécialité sciences de la Terre. Magali, du coup, je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi je suis diplômée tout juste de Polytech Grenoble en prévention des risques. Voilà. Et j'ai rejoint le pôle ingénieur de Polytech Alumni. Voilà, donc là, je pense qu'on peut passer à la suite. Vas-y. Ouais. Donc ce soir, on a la chance d'être accompagnés donc, par deux diplômés de Polytech Sorbonne qui vont pouvoir nous partager leur parcours d'ingénieur et d'entrepreneuse. Donc on va pouvoir aborder différentes facettes de leur parcours. Et je vais donc vous laisser vous présenter ainsi que vos entreprises respectives. Vas-y, Lucille, si tu veux commencer. Ça marche. Alors pour Lucille, j'ai été diplômée Polytech Sorbonne en 2018. Je fais mon parcours en alternance. J'étais ingénieur méca et mon alternance, je l'ai fait chez Siemens. Et je suis maintenant, j'ai cofondé Arteria il y a 5 ans et je dirige maintenant cette société qui développe un dispositif médical qui met en évidence l'artère. Voilà, pour une première présentation sommaire, puis on reviendra en détail après sur, sur, sur cette aventure. Et du coup, pour moi, donc Elodie, moi je suis diplômée de la spécialité sciences de la Terre à Polytech Sorbonne. J'ai été diplômée en 2015 et en parallèle de ça, j'ai aussi fait le double diplôme à l'IAE de Paris. Et suite à ça, j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelle CGG pour l'imagerie sismique pour le pétrole et le gaz. Et il y a 8 ans maintenant, j'ai cofondé Spotlight, qui est une société de surveillance sismique pour le stockage géologique de CO2. Donc voilà pour mon parcours. Bah, merci, Ok. merci. Ensuite, donc, on va présenter un petit peu le plan du webinaire, parce qu'il va se découper en plusieurs phases. Magali, je te laisse le faire. Ouais, on va essayer de dérouler le webinaire de manière assez chronologique. Donc en commençant un peu par parler par votre parcours, vos écoles, les formations, l'expérience que vous avez pu avoir. Puis ensuite, on parlera un peu plus du lancement de vos entreprises, quels ont été les éléments déclencheurs, les étapes clés. Après, ce que c'est d'être une entrepreneuse, donc avec la casquette d'ingénieur, la casquette de femme. Et, euh, et bien sûr, après, on pourra aborder peut-être des conseils ou on pourrait recevoir, nous, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, super. Du coup, on peut commencer. Alors, je vais juste arrêter le partage. Donc, on a préparé quelques questions pour qu'on puisse, je veux dire, aborder toutes ces thématiques qui viennent d'être présentées. Alors déjà, on va commencer par la partie vraiment formation. On va essayer d'aborder votre casquette, surtout ingénieur, là, en tant qu'entrepreneuse. Donc, en fait, selon vous, c'était quelles compétences acquises en tant qu'ingénieur vous ont le plus aidé dans votre parcours entrepreneurial? Donc déjà, je peux démarrer sur la partie un peu sciences de la Terre. Donc voilà, pour la spécialité sciences de la Terre à Polytech Sorbonne, je dirais que le gros atout, et c'est ce pourquoi j'avais choisi cette spécialité, c'est que c'est vraiment pluridisciplinaire. On n'est pas vraiment dédié à un domaine d'activité en particulier. On travaille sur plein de choses. Donc la géologie, ça regroupe plein de domaines différents. Et c'est ce qui nous permet derrière de vraiment choisir ce qui nous intéresse le plus et ce qui nous motive le plus.
et du coup de développer vraiment des méthodes scientifiques, peu importe le domaine d'application. Parce que faire de la sismique, faire de la géologie, ça peut se faire vraiment partout, du coup, sur Terre et sur n'importe quoi. Et du coup, voilà, ça vraiment pour la spécialité sciences de la Terre, c'était vraiment un gros atout pour le coup. Donc voilà. Si je complète ce que vient de dire Elodie, alors juste pour poser le contexte, moi, j'avais pas du tout le souhait de devenir ingénieur ni entrepreneur. Ce que je voulais faire à la base, c'était être pilote de ligne. Et du coup, j'avais fait une prépa maths pour devenir pilote. J'ai passé le concours de l'ENAC et tout ça. Et en fait, j'ai loupé le médical parce que j'ai des lunettes. Et à l'époque, on ne pouvait pas être pilote avec des lunettes. Maintenant, c'est différent. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si je peux pas piloter des avions, peut-être que ça me motivera de les construire. Et pour les construire, ce qui était intéressant, c'était d'être enfin, ingénieur mécanique. Donc c'est comme ça que je suis partie en mécanique. Et je m'étais dit, bah, par contre, je sais pas si c'est la voie qui me plaira le plus. Et du coup, je fais de l'alternance. Comme ça, tout de suite, je mets un pied à l'étrier et c'est tout de suite concret. Donc j'allais chercher une alternance dans l'aéronautique. Bon, pas du tout. Je suis tombée chez Siemens. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, donc ça, c'est pour vous poser le contexte. Donc en fait, j'étais pas. J'ai pas forcément choisi la filière de l'ingénierie en me disant j'ai envie d'apprendre plus ce secteur-là ou pas ce secteur-là, ou je le vois un peu généraliste comme ça, ou j'aime bien. Donc en fait, j'y suis allée parce que fallait que j'avais cette vue de l'aéronautique qui s'est pas fait. Et en toute transparence, je me suis pas forcément éclatée sur toutes les matières d'ingénierie qu'il y avait. Ça m'a apporté plus, je dirais, une façon d'apprendre, une façon de mettre, vu que j'étais en alternance, une façon de mettre rapidement en pratique ce que j'apprenais, une façon de travailler. Et bah, en tant qu'ingé, on va pas se mentir, puis j'avais fait prépa avant, on aime les sciences et du coup, cette curiosité, cette motivation d'aller chercher toutes les infos. Et ça va me servir plus tard dans la boîte. Ça va me servir aussi parce qu'en termes de méca, bah, derrière, pour construire un dispositif, ce qui est mon cas, on a vraiment quelque chose qui est conceptualisé en mécanique. Bon, bah, en fait, ça fait partie de mon champ de compétences. Donc là, ça a été aussi possible. Après, je dirais que c'est plus tout ce qui est annexe, une façon de travailler, une méthode, le fait de travailler en groupe. C'est surtout ça qui m'a aidé. Plus que. Et puis lire à la fin de notre parcours d'ingé, on avait des cours aussi sur un peu l'entrepreneuriat, un peu la gestion financière, un peu le marketing et tout ça. Et ça a été un peu sujets complémentaires qui m'ont également aidé. Et on va pas se mentir, le fait d'être diplômé ingénieur, quand il faut monter sa boîte derrière et qu'on est une boîte tech, bah, ça apporte crédibilité et légitimité. Ok. Et du coup, juste pour revenir sur l'alternance, donc c'était fait 3 ans en alternance, t'étais sous statut apprenti. C'est ça, exactement. Et, J'ai fait 3 ans ouais, d'alternance. ok. Et du coup, c'était quoi le rythme d'alternance? Alors, au tout départ, ce que proposait la filière génie méca de Polytech, c'était c'était jamais très régulier. On a commencé par un mois. Puis après, ça devait être 2 semaines, 2 semaines. Mais en soi, le rythme, il a rarement été réellement tenu 2 semaines, 2 semaines. Plus les années ont passé, plus on a été de façon plus intensive dans l'entreprise. Sincèrement, la première année, ça représentait l'équivalent d'un stage de 6 mois. Puis après, plus 8 mois. Puis après, on a Ok. passé 2 mois à l'école à peine. Voilà. Et par la suite, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai quand même fait un master spécialisé ensuite en marketing pour avoir une double compétence. Comme Elodie a cherché à avoir la double compétence avec l'IAE, j'ai cherché la même chose, c'est juste que je ne l'ai pas fait en même temps. Parce qu'avec l'alternance, ça faisait beaucoup quand même à tout gérer. Sur, sur cette question de l'alternance, je me souviens en 2015 déjà, donc les seuls qui faisaient de l'alternance, c'était justement ces spécialités génie méca, et en fait, on les voyait jamais du coup aux événements parce qu'ils travaillaient, en fait, ils étaient en entreprise. Et c'était donc la seule filière qui faisait en alternance, donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui, ça a changé, parce que je pense que c'est un super atout vraiment pour mettre en application tout de suite ce qu'on apprend. Et c'est ce qui manque quand on n'a pas ça sur les autres filières. Clairement, ça manque parce qu'on reste étudiant longtemps. Et ensuite, à Bac+5, on est projeté dans le monde de l'entreprise en stage de fin d'études. Et clairement, ça fait un gap à passer pour le coup. Et je pense que sur ça, la filière génie méca, je pense qu'ils ont bien compris dès le début tout l'avantage de tout de suite démarrer en alternance, en fait. Donc ça, c'est top. Et après, moi, je dois dire que franchement, sur ma filière, j'étais un petit peu déçue de la façon dont on abordait, donc à cette époque-là, les questions de business, de marketing, tout ça, parce qu'il y avait déjà un début de cours sur ça, mais j'étais vraiment
curieuse de savoir vraiment, en fait, j'allais être projetée dans une entreprise. Je le savais, je ne pensais pas du tout lancer la mienne, hein, pas du tout, mais je savais que j'allais travailler dans une entreprise et je voulais absolument comprendre comment ça fonctionnait. Donc, au-delà des aspects techniques, des aspects R&D, quelles sont les implications business, quel est le marché, pourquoi on développe ce qu'on développe, quand est-ce qu'on doit le développer, comment on doit le développer. Et tout ça, c'est des questions vraiment qui m'intéressaient énormément. Et c'est pour ça que, en plus des cours de Polytech, j'avais des cours du soir au MBA, mais toujours pas d'alternance, puisque moi, j'ai fait que des stages de fin d'études à chaque fois pour me spécialiser dans ce que je voulais faire, quoi. Voilà. Et Ok. si je Du peux coup, juste ah, compléter, et je termine et je vous laisse reprendre les filles. En fait, l'alternance, c'était top parce que ça apprend un rythme et que c'est la façon dont ça le fait. Très frustrant quand on est étudiant et qu'on a envie de vivre sa vie étudiant pleinement. Et ça demande vraiment un rythme d'essayer de gérer les soirées étudiantes, mais il faut assurer le lendemain parce qu'en effet, c'est pas l'école et c'est le travail et c'est pas la même attente. Et, euh, et le rythme est assez dur hein, parce qu'il faut pouvoir tenir. Il faut pouvoir tenir des exigences d'entreprise et des exigences scolaires. Par contre, c'est très formateur et c'est un truc sur lequel je suis super sensible maintenant dans les gens que je recrute. Après un stage de 6 mois, ça fait également travail, mais ça permet tout de suite aussi de savoir si on aime ou pas ce qu'on fait et vers quoi on va s'orienter. Et moi, j'avais senti que, ok, l'ingénierie, c'était bien parce que j'aimais bien les sciences, mais clairement, il me faudrait plus pour que je m'épanouisse au boulot. Et c'est également pour ça que j'avais été chercher un complément d'études avec un master spécialisé. Ok. Ok, bah, en tout cas, pour répondre un petit peu, enfin, pour rebondir sur l'alternance, maintenant il y a quelque chose qui est mis en place à Polytech, en tout cas à Polytech Sorbonne. Moi, j'ai pu être la première année qui en a bénéficié. C'est le contrat, je veux dire, le contrat pro de professionnalisation. Ouais. Donc en fait, c'est seulement la 5e année. Donc en fait, je suis sous statut étudiant. En 3A, en 4A, normal, j'ai des cours comme toutes les spécialités qui sont en formation initiale. Et c'est seulement en 4e année qui fait en fait office d'option. C'est le contrat pro. Donc en fait, on a des cours d'option normalement le jeudi, vendredi, sauf que là, jusqu'à février, donc en tout cas le premier semestre, là, j'étais moi en entreprise. Donc ça m'a permis d'être un peu plus, enfin, de plus facilement m'intégrer. Puis après, en fait, j'étais à temps plein à partir de février pour continuer sur mon stage de fin d'études. Donc là, en tout cas, la spécialité sciences de la Terre, elle avait mis ça en place. Il y en avait d'autres aussi qui avaient mis ça en place. Mais là, je crois que maintenant, à partir de cette année, quasiment toutes les spécialités ont mis ça en place, donc c'est quelque chose de pas mal. Et c'est vrai que du coup, on n'a peut-être pas cette frustration du début en étant, du coup, en devant aller à l'entreprise, quoi. Parce qu'on est quand même aussi en partie à l'école. Donc voilà. et nous, c'est ce qui est mis aussi en place dans ma filière, c'est qu'on a la possibilité de faire la dernière année donc en alternance. Mais ça nous permet pas de faire l'IAE par contre. Ah oui, ouais. Ça demande une petite organisation pour faire l'IAE, ouais, Ouais, faut faire des choix. c'est ça. Et du coup, c'est au sein même de votre parcours Polytech que vous avez su que la carrière d'entrepreneur, enfin l'entrepreneuriat, ça vous intéressait, c'est vers quoi vous voulez vous diriger, ou c'est venu après cette volonté-là? Alors, pas du tout. Moi, je voulais pas Pareil. du tout être entrepreneur. Je me suis jamais posé la question, ça me faisait pas rêver. J'ai mon père qui est chef d'entreprise. Franchement, il n'y avait rien d'attirant. Enfin, t'es pas là, il devait tout le temps gérer des problèmes. Ça me faisait pas rêver. Et du coup, j'ai fait un master spécialisé que j'ai fait aussi en alternance et je travaillais chez Sanofi dans le dispositif médical plus le pôle marketing. Et là, je me plaisais bien parce qu'il y avait un enjeu d'outils, donc il y avait un peu d'ingénierie, puis il y avait un peu de marketing. Et je me voyais très bien faire un VIE à l'étranger. Parce que dans le cadre de l'alternance, à l'époque, on ne pouvait pas faire de césure à l'étranger. Et ça, j'avais trouvé ça assez frustrant pour découvrir une nouvelle culture. Et du coup, moi, j'étais en projet de partir vraiment à l'étranger, faire du marketing chez Sanofi. Et en fait, c'est par concours de circonstances où je me suis retrouvée à faire de l'entrepreneuriat. J'ai une personne qui m'a dit, écoute, moi j'ai des soucis dans le cadre de mon quotidien de médecin, j'arrive pas à trouver les artères. Toi, tu es ingé, est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution? Je me suis dit, c'est un petit projet, enfin, c'est rigolo. Et Sanofi a organisé un concours pour aider les alternants qui avaient des idées à les concrétiser. Voilà, j'ai participé au concours. Bon, bah, 5 ans plus tard, on en est là. Mais à la base, c'était pas du tout une volonté. Ça, c'est génial quand les grands groupes, ils ont
des outils pour accompagner en fait leurs salariés et même on a des outils pour accompagner les personnes avec des idées parce que clairement, dans mon ancienne boîte, c'était c'était pas vraiment dans l'ADN de la boîte que de pousser à l'intrapreneuriat, donc cette idée que les salariés puissent développer aussi leurs propres idées en interne. Et c'est ce qu'on aurait voulu pousser avec mon associé. Et ça n'a pas été possible, donc on a quitté la boîte. Après, moi, je suis comme Lucille, pendant toutes mes études, de toute façon, le domaine de l'entreprise, je ne connaissais pas, vu que j'ai fait que des stages de fin d'études. Et je m'étais jamais posé la question de est-ce que je lancerais ma propre boîte. Pour moi, j'étais à des années-lumière de lancer une quelconque boîte. Et pareil, un concours de circonstances. J'ai commencé à travailler dans une boîte super. J'ai fait mon deuxième stage à mon MBA de 6 mois. Je l'ai fait dans la même entreprise, dans un service différent. Et en fait, c'est à force de rencontres, de discussions que justement, j'ai travaillé avec mon associé qui est cofondateur aussi aujourd'hui. Et en fait, ensemble, on s'est dit, écoute, il avait une idée. En fait, il n'avait pas les compétences vraiment pour faire la preuve de concept dessus. Donc, il m'a dit, écoute, dans le cadre de ton MBA, est-ce que ça t'intéresse de faire justement un business case sur cette idée-là? Et c'est à partir de là que c'est parti, qu'on est allé rencontrer des potentiels clients pour leur proposer l'idée avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit. On est allé tester le marché. Et ensuite, j'ai fait cette preuve de concept. Et quand on l'a proposé à notre société, donc on nous a dit que c'était donc orthogonal au business model, ce qui est le principe d'une innovation de rupture. Mais du coup, quand on nous a dit ça, après, on nous a dit, écoutez, si vous voulez vraiment le faire, voilà, il y a une opportunité, il y a un plan social en ce moment avec des opportunités pour créer sa boîte également. Euh, Vous pouvez prendre ce plan social pour créer la boîte. Et c'est ce qu'on a fait, du coup. Donc, voilà. Et est-ce que tu veux préciser juste business case? Un business case, c'est Exactement. vraiment... c'est en gros faire l'étude de marché, faire une étude de faisabilité. Voilà, c'est vraiment donc, est-ce qu'il y a un besoin déjà sur le marché pour cette innovation que tu portes? Si besoin il y a, quelle est la taille de marché associée? Et ensuite, à partir de là, donc, quelles sont les ressources dont tu as besoin pour faire la première preuve de concept? Et dans mon cas, il y avait besoin de moi et de mon associé, il y avait juste besoin de 2 personnes dessus. Et donc voilà, c'est vraiment faire un cas d'étude, voilà, faire un business case vraiment pour montrer qu'une idée a du potentiel, en gros. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'avant de Et développer quelque chose, en fait, on est ingénieur, donc souvent, en fait, on veut montrer techniquement ça marche, c'est super, on peut faire des trucs vachement bien, mais si derrière, tu n'as pas de marché, ça sert à rien, en fait, ce que tu fais. Tu vas dépenser beaucoup de temps, d'énergie, de l'argent dans quelque chose que derrière, tu n'arriveras pas à vendre. Et j'ai vu des entrepreneurs dans ce cas-là qui ont développé des trucs qui, sur le papier, sont super, mais qui derrière, en fait, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à le marketer. Et du coup, ça finit par plonger, en fait. Leur idée, en fait, elle finit par prendre l'eau parce que derrière, le marché n'est soit pas prêt, ça peut être pas le bon timing, soit il n'est pas à l'écoute de cette idée-là, soit le besoin n'existait pas, en fait, pour ça. ok. Et du coup, il faut quelle maturité à peu près de projet ou d'idée? Bon, du coup, après avoir réalisé peut-être ce business case, il faut avoir quelle maturité? Enfin, c'est quelle validation pour dire, ok, maintenant je me lance en disant, je crée mon entreprise. Là, je pense que ça dépend des business. Moi, si c'était à refaire, je pense que j'aurais créé un peu plus tard, par exemple. Parce que, en effet, il faut se renseigner sur le marché et c'est le plus important et vérifier s'il y a un intérêt et vérifier si des gens sont prêts à acheter l'idée. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est les seuls à avoir l'idée du truc. Et en fait, il y en a plein d'autres qui l'ont. Et donc, il faut juste, il y en a plein qui ont déjà eu cette idée-là. Il faut juste comprendre pourquoi elle n'existe déjà pas, si c'était vraiment de l'innovation pure. Pourquoi, si elle n'y est pas, qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus pour faire en sorte que ça puisse valoir le coup. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de se lancer, tu te rends compte, il n'y a pas de marché. Je rejoins totalement Élodie là-dessus. Et du coup, attends, j'ai démarré comme ça, mais la question c'était, je suis désolée. Il te faut quoi pour lancer ta boîte? Ouais. Ah oui, il faut quoi? Et du coup, bah, moi, je l'ai lancé parce que pour gagner, pour récupérer de l'argent pour un concours, il fallait que j'ai un SIRET. Pour avoir un SIRET, il faut créer.
Et du Oui. coup, j'ai jamais, en fait, réfléchi au fait. Mais moi, j'avais beaucoup d'innocence hein, quand j'ai créé, j'y connaissais rien. Et on a gagné 2 concours, donc le premier concours Altern-Up et un deuxième concours. Et les gens m'ont dit, bah, pour te donner l'argent du concours, il faut que tu aies un SIRET. Et moi, j'avais créé ce fameux statut dont on parle, là, l'auto-entrepreneur. J'avais créé ce petit statut qui est facile à créer en 2 clics. Et j'avais créé un compte bancaire et je pensais que c'était bon. Et du coup, j'avais gagné 2 fois 10 000 euros. Pour moi, c'était fait. Avec 20 000 euros, c'était sûr qu'on allait y arriver. Pas du tout, hein, c'est pas du tout la réalité. Et du coup, avec ces 20 000 euros et ce petit statut, bah, quand on m'a demandé de donner mon compte bancaire, moi j'ai envoyé mon compte bancaire de ton entreprise. Et en fait, le concours m'a dit non, non, il faut un SIRET pour qu'on puisse vous donner de l'argent. Donc j'ai appelé des gens, j'ai dit bah, il faut quoi pour faire un SIRET? Bah, il faut créer, il faut déposer des statuts, il faut faire cela. Ok, bah, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, une fois qu'on crée, bah, on a des coûts, parce qu'on a des coûts de gestion comptable, on a des coûts liés à la création, il y a des coûts après, enfin il y a des frais juridiques et c'est pas anodin de créer. Après, on va sortir un bilan. Si le bilan est négatif, ça va pas être bon pour la suite. Enfin, et ça engendre plein de choses. Alors avec beaucoup d'innocence, moi j'ai fait les choses, plan d'action, un peu raisonnement d'ingénieur, quoi. On veut aller à un Mm. but, il faut tel et tel outil. Donc, je suis les outils et je crée le truc. En vrai, j'avais pas grand-chose de technologique mis en place, en fait. Et si Mm. c'était surtout sur des projets qui sont longs à Ok. développer et dans la deep tech, si c'était à refaire, j'attendrais d'avoir un produit bien plus abouti en ayant fait de la recherche et en gardant ce petit statut d'entrepreneur qui me permettait d'avoir 2, 3 trucs. Et après, j'aurais décidé une fois en plus, on peut valoriser tout ce qu'on a fait en amont. Et une fois tout ça créé, j'aurais décidé d'acter ça en créant les statuts de la société. Donc, je dirais, ça dépend vraiment des conditions de chacun, mais le plus tard possible, quasiment, parce que ça coûte très cher, c'est le mieux. Enfin, je sais pas ton retour là-dessus, Elodie, mais Ah, ton vrai avis. tu me rappelles plein de bons souvenirs du début. Donc, il y a plusieurs trucs que je te rejoins totalement parce que c'est totalement vrai. Nous aussi, on a participé à un concours d'innovation, en fait, donc avant de créer la boîte. Parce qu'en fait, je pense qu'on a besoin de se confronter en fait au marché. Donc on a présenté cette innovation, nous, dans une conférence pétrolière et gazière où il y avait justement donc, un prix de l'innovation et on l'a gagné. Donc pareil, on a gagné peut-être 20 000 euros ou un truc comme ça. Et on s'est dit, mais c'est génial et tout. Et donc, en effet, quand on gagne un prix comme ça sur une idée, on a besoin d'avoir une entreprise parce que c'est sur ce compte-là que ça va être déposé. Et donc, c'est la même chose, c'est le même départ. On a créé l'entreprise parce qu'on a gagné un concours et on s'est dit, ah, bah, faut créer la boîte. Après, je pense, Lucille, quand on se lance dans une entreprise, peut-être en plus, surtout à nos âges, je pense que c'est surtout parce qu'on n'y connaît rien, en fait. On n'y connaît rien, donc on est super naïf. On se dit, bah oui, allons-y, pourquoi pas ça, c'était pas grand-chose. Et ensuite, on est pris dans l'engrenage. Et en fait, c'est toujours cette discipline d'ingénieur. En fait, on fait un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et on se retrouve 5 ans plus tard, 8 ans plus tard, on est CEO, on est cofondatrice. Et on se dit, ah bah oui, en fait, on l'a lancé vraiment sans plus y penser que ça. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à la tête d'une entreprise et on se dit, ah bah oui, en fait, au début, j'y connaissais absolument rien. Et j'ai tout appris sur le tas, en fait. J'ai tout appris sur le tas. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Lucille, je pense qu'on l'a créé au bon moment parce que créer ton entreprise, c'est permettre aussi d'avoir des subventions, c'est permettre aussi de participer à d'autres concours. On a pu avoir des subventions de la French Tech pour se lancer. On a pu bénéficier du soutien de la BPI également. Donc, ça demande de déposer des dossiers. Ça demande d'avoir un certain niveau quand même, avoir travaillé un minimum pour avoir une preuve de concept quand même à déposer. Mais on a fait partie aussi du réseau Entreprendre qui nous permettent d'avoir aussi des prêts en fait pour les fondateurs que tu vas rembourser plus tard du coup. Donc voilà, ça permet d'avoir pas mal d'aides et en France, il y a tout un réseau vraiment sur ça qui a été mis en place notamment via la French Tech qui a été mis en place, je crois, par le gouvernement Macron, qui nous ont permis d'avoir pas mal de subventions pour déjà pour qu'on se paye en salaire, pour qu'on puisse embaucher des stagiaires, pour qu'on puisse derrière les embaucher en CDI, pour qu'on soit aussi en fait donc exempté de charges patronales et sociales aussi sur les salaires. Il y a, en étant jeune entreprise innovante, donc il y a plein de choses qui permettent quand même. Faut, faut être sûr de ce qu'on développe et de l'intérêt de le faire, d'où l'intérêt de tester le marché. Parce que derrière, une fois que tu actives tous ces mécanismes, c'est difficile d'en sortir derrière. Donc, il faut quand même être sûr de ce sur quoi tu pars et pourquoi tu pars là-dessus. Et ensuite, tu actives vraiment tous ces mécanismes qui te permettent à terme voilà, d'avoir une entreprise qui sera viable. Nous,
c'est pas encore notre cas. On n'a pas aujourd'hui de bénéfices. Donc, on est encore une start-up, on lève des fonds, on est à notre deuxième levée de fonds. Donc, voilà, donc on n'est pas encore totalement viable et avec un business model qui est périn, quoi, pour le moment, en tout cas. Mais Voilà. c'est exactement. En fait, je dis, il faut peut-être attendre, mais je pense que si j'avais attendu, peut-être que je me serais démotivée et j'aurais pas eu la pression de me dire, en fait, j'ai créé la boîte, là, il va falloir que je paye le Ouais, comptable, donc il n'y a pas le choix, en fait, il faut que je trouve de l'argent et il c'est faut que ça. ça avance. Et le fait, ça apporte crédibilité aussi. Parce qu'il y en a plein qui ont plein d'idées, mais tant qu'on les acte pas dans une société, en fait, on Ouais, peut croire et on n'est pas très crédible si on va voir quelqu'un ou un investisseur, ça, c'est sûr. Euh, Dans mon cas, je reste persuadée que si j'avais attendu 6 8 mois de plus, franchement, ça aurait pas été trop ouais, pour aller chercher de valorisation de l'actif et tout ça que j'ai pas fait, ça a été dommage. Mais, pour le coup, il y a, en fait, si vous voulez vraiment monter la boîte, c'est de se mettre à 100% dessus. La plupart, et c'est pas toujours évident au départ, mais ce qui va acter la croissance de la société, c'est de mettre quelqu'un vraiment à 100% dessus. Et ça fera la différence. Si la personne est à 100%, en effet, ça a du sens qu'il y ait une société qui soit créée parce qu'il faut qu'elle puisse soit se rémunérer, soit aller chercher des aides avec. Et dans ce cas-là, faut le faire. Mais je dis souvent, et vous avez demandé tout à l'heure des conseils à la fin, en fait, la France, sur les 2 premières années de création de la boîte, même les 3, si c'est surtout de la recherche et de la tech, il y a beaucoup d'aides. Alors, il y a la ouais, cartographie à avoir, elle n'est pas toujours simple, mais ça, ouais. il y a des incubateurs qui sont faits pour cartographier, il y a des retours d'expérience. Enfin, quand on parle du réseau entrepreneur de BPI, quand on a les mêmes aides, en fait, en fonction des régions, et il y a les mêmes soutiens, on a quand même la chance d'être bien accompagné. Il y a plein de leviers fiscaux. Tu parlais du statut jeune entreprise innovante, après, il y a tous les crédits d'impôt faut les connaître. Et en effet, c'est pas en école d'ingé qu'on apprend tout ça. Ça s'apprend sur le tas. Mais il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, en fait. La seule raison, ça va être les barrières que les gens se mettent, de se dire, j'ose pas parce que j'ai peur, mais en fait, on a peur de soi et de ce que ça peut donner. Mais sincèrement, pour se lancer au départ, il y a suffisamment de financement possible pour permettre à la société de se créer, surtout si on est dans la tech et qu'on veut faire de l'innovation. Ok. Et Ok, moi je vous, pensais que c'était vraiment. Ah, bah, excuse-moi. Je pensais que c'était vraiment une idée qu'on avait en se disant, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, en tout cas dans les études, qui disent, ah, moi je veux créer ma boîte. Et alors que vous deux, c'était pas du tout ça, c'est vraiment, ah bah ok, je vais créer parce que c'est un peu obligé. Du coup, toutes les deux, c'est parce que vous aviez gagné un concours en fait. Donc, À la base, Ouais, et je après, pense. peut-être, Lucille, je pense que c'est une entreprise aussi classée un peu deep tech que tu as fondée aussi. Donc, je pense que c'est pas pareil aussi sur la deep tech. C'est pas comme si tu avais une idée de lancer Uber Eats ou que sais-je, tu vois. C'est pas juste une nouvelle façon de livrer des courses ou un nouveau service. C'est pas ça, c'est vraiment de la deep tech. Donc, quand on sort ok. d'une école d'ingénieur, d'un master, d'un doctorat, je pense que les gens ont des idées en fait et ils se disent bah, pourquoi pas en fait aller chercher plus loin et aller voir ce que ça vaut vraiment cette idée-là. Est-ce qu'elle a vraiment de la valeur en fait? Donc c'est pas du tout la même démarche parce que j'ai fait un MBA, j'étais avec des personnes qui venaient de masters qui n'étaient pas forcément techniques comme moi je l'ai fait. Et c'est des personnes qui veulent créer une boîte parce que vraiment ils ont cette envie-là. Donc ils cherchent l'idée pour créer une boîte. Moi, c'était pas du tout ça. C'est vraiment un jour où on s'est retrouvé devant une idée, devant une opportunité, et on s'est dit, ah bah si on crée une boîte, du coup. Et voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Mais l'avis que j'ai là-dessus, c'est qu'en fait, les statistiques des boîtes qui arrivent et qui passent les 5 ans, on n'est pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que je serai en capacité de les passer, mais il n'y a pas beaucoup de boîtes. Les taux de réussite, on est entre 5 et 10% maximum. Mais en fait, le problème, il vient en amont. C'est-à-dire qu'il y a un souhait, il y en a vraiment des gens qui souhaitent monter des sociétés, mais c'est pas parce qu'on a envie de monter une boîte qu'il faut monter une boîte. Il y a de quoi reprendre des boîtes, il y a des choses qui existent là-dessus. Si on monte une start-up et une boîte, il faut que ça réponde à un besoin. Et je pense que c'est les deux choses qui nous ont animés, c'est qu'on a vu qu'il y avait un besoin, on a créé quelque chose parce que ça n'existait pas, et on s'est dit, OK, le marché est là, on y va. Et alors qu'il faut bien faire attention, de temps en temps, il y en a qui veulent à tout prix monter une boîte, et qu'au Mm. prix de vouloir vivre cette aventure entrepreneuriale, on se lance sur des idées qui ne répondent pas à des besoins, où les gens ne testent pas le marché. Et dans ces cas-là, bah, ça amène à quelque chose qui n'est pas viable au bout de quelques années de test, en fait. Ouais, Et vraiment, je pense que quand vous dites vous avez répondu à un concours et vous y êtes allé, en fait, on a surtout répondu à un besoin. Ouais, Et ouais, vu que ok. ça n'existait pas, on s'est dit, OK, ça n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça existe? Bon, bah, le plan d'action, c'est créer une société, activer tel levier, aller chercher de l'argent, développer de cette façon.
bon, bah, un peu, je pense, au profil ingé, chef de projet, on va mener les choses de A à Z, c'est pratico-pratique, il faut quoi? Il faut contacter telle personne, bah, ça contacte telle personne. Et je dirais que ça se déroule un peu comme il y a le cahier des charges et puis on déroule, quoi. Enfin, je sais pas comment tu le dis, mais moi, c'est vraiment Oui, c'est cette... ça. Après, Ok. dans la survie des boîtes aussi, tu as la capacité à pivoter quand on a besoin. Moi, je sais que Spotlight, à la base, notre marché, je l'avais dit, c'était le pétrole et le gaz. C'était une technologie de surveillance qu'on développait et on l'appliquait au pétrole et au gaz. Et en fait, donc à un moment donné, il y a 4 ans, donc on a été coaché en fait par la BPI, voilà, pour notre levée de fonds. Et en fait, ils nous ont challengé, donc ils nous ont dit à un moment donné, vous pouvez pas tout faire. Il va falloir choisir votre marché vraiment précisément parce qu'on voulait faire du pétrole, du gaz, du CO2. Bref, on disait on peut tout faire, quoi. Alors qu'à un moment donné, tu es une start-up, tu as des ressources limitées. Donc, il faut vraiment cibler justement ce qui a le plus de valeur, ce qui a le plus de potentiel. Et vraiment, le petit retour d'expérience là-dessus, c'est lorsque vous faites une étude de marché sur le marché du pétrole et du gaz, vous allez vous retrouver avec une opportunité de marché, avec une taille de marché qui est gigantesque. Le pétrole et le gaz, c'est gigantesque. Après, le médical, tu me diras, voilà, c'est tout aussi gigantesque, ça dépend sur quoi tu te mets. Mais concrètement, en termes de dollars, c'était faramineux sur le pétrole et le gaz. Mais finalement, on s'est dit, OK, le stockage de CO2, ça a plus d'avenir, c'est plus en accord avec nos valeurs, et on a l'opportunité d'être leader de la surveillance sur ce marché-là, parce qu'on a une technologie qui est légère, parce qu'on a une technologie qui est peu chère, et on sera un nice to have pour l'oil and gas, alors que sur le CO2, en fait, on peut être leader du marché. Et c'est là qu'on s'est dit, pivotons, il y a 4 ans, juste avant le Covid, on va faire que du CO2. C'était un risque, mais je pense qu'aussi donc avoir cette capacité à prendre le risque et d'avoir justement le courage de dire bah non, ok, je sais que celui-là, il a l'air bien, ce marché-là, il a l'air super confortable, mais moi, je pense que c'est là qu'il faut aller. Et ça, c'est des trucs aussi qui font que les boîtes, elles vont rester, qui vont passer cette date fatidique des 5 ans, c'est de se dire, ok, en fait, à quel moment tu pivotes et à quel moment c'est le plus pertinent pour ta boîte de le faire, quoi. Et chaque fois, vous dites le pronom on, mais vous êtes entouré pour débuter l'entreprise et à partir de quand, si vous avez commencé seul Euh, nous, on est deux cofondateurs du coup, mais on est super entourés. Comme je l'ai dit, on a fait partie du réseau Entreprendre, donc tu as des entrepreneurs, c'était surtout des hommes qui nous accompagnaient aussi justement à la création de la boîte, à identifier quels étaient les problèmes éventuels, etc. Dont on est souvent coaché par la BPI, par ce genre de choses. Donc avoir un réseau avec des personnes qui s'y connaissent, qui sont expérimentées, qui vont te dire un petit peu ce qui va t'attendre, toi qui n'y connais rien, c'est quand même clé. Donc c'est super important d'être entouré. Et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est il y a deux choses. Un, plutôt éviter de créer une boîte seule, parce que du coup, si t'as personne en fait pour remotiver l'autre quand il y a dans un coup dur ou un truc, si t'es tout seul, c'est vraiment difficile pour le coup. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même compliqué. Et être à deux, c'est tout aussi challengeant parce qu'il y a des moments où on va pas être d'accord, il y a des moments où ça va être compliqué, mais l'important c'est de savoir, c'est d'apprendre à travailler à deux. Ça nous a pris 3 ans avec notre associé d'engueulade, voilà, sur plein de sujets différents de l'entreprise pour vraiment trouver une façon de fonctionner ensemble qui était plus sereine, quoi, on va dire. Et ensuite, sur le deuxième truc, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était l'idée que, ah oui, dans une entreprise, ce qui est super important et ce pourquoi les gens vont suivre, et notamment des fonds d'investissement, voilà, toutes les personnes qui gravitent autour, c'est pour l'équipe avant même que ce soit le projet. Parce que finalement, si l'équipe est bonne, peu importe le projet derrière, donc les personnes sauront pivoter, sauront s'adapter, sauront justement se remettre en question. Alors que finalement, un beau projet porté par la mauvaise équipe, ça va pas décoller en fait. Alors que un projet bof porté par une super équipe, ça va devenir un super projet au final. Donc c'est un peu simpliste comme façon de voir les choses, mais vraiment l'équipe, elle est vraiment clé derrière parce que c'est ce qui va permettre justement de développer quelque chose qui a de la valeur, d'écouter, d'adapter, pivoter et de construire un truc encore mieux, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai cofondé, il y a un médecin qui est venu me chercher, qui a eu l'idée, et du coup, de par le fait qu'il a eu l'idée,
Il a cofondé avec moi, puis il a porté la crédibilité médicale. Après, sur le développement de la société, étant donné qu'il est médecin, il avait d'autres activités, donc j'ai développé, je dirais, principalement seul. Par contre, en termes de crédibilité pour les investisseurs, bah, cette équipe de ingé/market avec le médecin, ça avait du sens. Et en parallèle, l'une des choses qu'il faut vraiment accepter quand on démarre une boîte, c'est qu'on ne peut pas tout connaître, surtout avec le sens de départ qu'on peut avoir quand on crée la société, et c'est de chercher à s'entourer. Et il n'y a rien de mieux que les retours d'expérience d'entrepreneurs. Parce que eux, clairement, ils peuvent dire bah, déjà quel prestataire est le bon pour t'accompagner. Parce que quand on démarre, il faut un bon comptable, un bon avocat. Là, les assurances, ça dépend du type de boîte, mais c'est pas mal non plus. Des locaux. Et puis, ces premiers recrutements, du coup, quelqu'un qui est dans RH. Et ben ça, c'est des choses primordiales. Et si on n'a pas les bons contacts, surtout quand on n'a pas de réseau quand on démarre, en fait, ça dépend du degré de maturité qu'on a sorti d'école, mais on n'a pas toujours le réseau. Les retours d'expérience d'entrepreneurs, ils peuvent déjà dire, bah, là, celui-là, il vaut le coup, celui-là, il vaut pas le coup, moi, j'ai déjà testé. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des incubateurs qui existent aussi, qui sont là des lieux pour bah, faire des pépinières de start-up et apporter de l'expertise et du coaching. Ça peut être des financements, ça peut être des locaux, ça peut être pas mal de choses. J'avoue que moi, je suis passée par l'incubateur public de la région Normandie, parce que je suis de là-bas. Et ça m'a été d'une grande aide parce que concrètement, l'entrepreneuriat, c'est une vraie pelote de laine. On ne sait pas dans quel sens prendre le fil pour faire quelque chose. Et que du coup, eux, ils sont capables de dire, ouais, le premier fil qu'il faut que tu tires, c'est peut-être d'aller chercher de l'argent. Ah ouais, mais j'ai eu mes 20 000 euros de concours, franchement, ça va, tranquille, hein. Et du coup, pas du tout. Et du coup, ils vont dire, bah là, il faut que tu trouves un peu d'argent. Comment tu peux trouver de l'argent vu ce que tu as? Et ben voilà, première étape, ben, il faut que tu en parles autour de toi. Il faut que tu apportes de la crédibilité pour que BPI vienne t'aider. Ok, comment je fais? Qui je rencontre? Et ça m'a vraiment aidé. Et puis après, une fois qu'on a un peu d'argent, ben, on avance un peu plus sur la boîte, on va recruter, on va développer le produit. Une fois qu'on est un peu plus avancé, ben, on a de nouveau besoin d'argent, donc on recherche de l'argent. Et c'est un cercle comme ça. Parce que, en effet, je fais partie des boîtes qui développent un dispositif qui m'a très longtemps avant d'être sur le marché. Je ne vendrai pas avant 2026 et j'ai créé la boîte en 2020. Donc il faut être patient et c'est pas toujours évident. Donc je suis continuellement à la recherche d'argent. Et c'est mon principal métier maintenant, c'est de chercher de l'argent en fait. Voilà. Ouais. Ok, Et en ok, effet, on a d'accord. commencé aussi dans un incubateur, c'était celui dont on avait le choix entre deux incubateurs et on a commencé à celui de la BNP qui s'appelle We Are Innovation, donc le Y, qui était à Massy à l'époque. Donc voilà. Ok, et du coup, donc, tout à l'heure, Elodie, tu as mentionné le fait qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Et est-ce que ça, Ouais. c'était dérangeant ou pas pour toutes les deux? Ou est-ce que ça vous a freiné à un moment? Parce que là, du coup, on est vraiment dans la partie plus enfin, comment se lancer de ce que on a abordé Mm. depuis un petit moment. Ouais. Et est-ce que ça a un peu créé un frein, le fait qu'il y ait que des entrepreneurs ou pas? Ou des inquiétudes ou... Bah, je pense que ça dépend du caractère de chacune. Déjà, moi, c'est clair que c'est quelque chose que j'ai remarqué énormément, c'est qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs hommes, que la plupart des CEO que je rencontrais, bah, c'était des hommes. Je suis aussi dans un domaine de l'industrie du sous-sol où c'est assez ouais, c'est assez masculin comme domaine. Et moi, personnellement, ça m'a un petit peu bloqué au début parce que voilà, c'est des choses qui vont jouer aussi au niveau personnel, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. C'est des choses que j'ai pu ressentir au début, de pas être à ma place, de pas avoir le profil adéquat justement pour être là. Donc ouais, ça peut être intimidant quand même de se retrouver, de devoir présenter devant une salle pleine d'hommes avec des cheveux blancs quand tu cherches des sous. Ça peut être un petit peu intimidant quand tu as comme ça 28 ans et que tu arrives devant une salle pour leur apprendre un petit peu, voilà, comment est-ce qu'on peut faire mieux pour monitorer ce qui se passe dans le sous-sol. Donc c'est intimidant et en même temps, c'était challengeant. Et je pense que c'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de relever un challenge, de relever un défi et de montrer qu'en fait, on est capable de le faire, quoi. Et que peu importe qu'on soit un mec ou une femme, mais je pense vraiment, pour les femmes, c'est dommage, mais faut qu'on s'accroche, je trouve, plus que quand on est un mec. Il faut toujours qu'on fasse nos preuves et qu'on montre que non, en fait, je suis pas la stagiaire et je suis pas l'assistante. Je suis pas non plus juste DRH. Je fais la technique aussi, j'ai fait les preuves de concept, je gère une équipe, je gère une entreprise, je fais du business et les gens, ils ont du mal à,
en fait, entendre ça quand il me voit, moi, en fait, avec mon associé qui est un homme qui a 10 ans de plus que moi, tout de suite, en fait, c'est lui la Ah caution de oui. la boîte, en fait. Donc, c'est agaçant, quoi. Donc, mais voilà, mais ça demande de prendre les devants, d'aller voir les gens, de tendre la main, de leur serrer la main, de leur dire bonjour, Élodie Morgan, directrice générale de Spotlight, enfin voilà, et de se présenter en n'ayant pas honte de voilà, notre position et de ce qu'on fait, quoi. Donc, je sais pas pour toi, Lucille, comment tu as vécu Si, ça? je te rejoins totalement. Les mœurs changent un petit peu et j'ose espérer que ça va continuer, mais il y a encore du chemin là-dessus. Je dirais qu'il y a beaucoup d'hommes, bah, ça a été un fait en fait, et c'est comme ça et il n'y a pas trop le choix. Surtout que quand on va chercher de l'argent, souvent c'est bah, des hommes plus âgés, parce qu'il faut avoir réussi pour avoir de l'argent. Et du coup, qui dit homme, enfin dit homme plus âgé, dit mœurs plus âgées et moins évoluées. Et du coup, c'est plus difficile de filer de l'argent dans ces cas-là. Enfin, de filer de l'argent à une nana, c'est plus difficile parce qu'ils ne s'identifient pas et du coup, c'est plus complexe. En effet, moi, pour lever mes premiers fonds, en fait, si j'ai pas la caution du médecin, il n'y a pas de crédibilité au projet. Je sais pas ce que ça aurait été si c'est un homme, je suis pas un homme, donc je peux pas me mettre à leur place. Mais en fait, c'est comme ça. Il y a plus d'hommes sur la place, c'est sûr. Alors maintenant, il y a pas mal de choses qui sont faites pour les femmes et ça permet de se dénoter. Je vois, il y a pas mal d'actions qui disent que pour lever des fonds, maintenant, ils veulent qu'il y ait des femmes qui soient là. Donc j'espère que ça pourra nous aider Mm. là-dessus. Et si on peut en profiter, ben, on en profitera parce que ça a tellement desservi sur d'autres sujets que faut pas en faire une victimisation comme certains peuvent le faire en disant en fait. Maintenant, c'est trop les femmes et il n'y a pas les hommes. En fait, non, il y a juste, ça remet à sa place ce qui avait pu être perdu. Euh, Il y en a qui vont parler de s'identifier quand on est plus jeune à des modèles et que c'est pas toujours évident parce que des modèles d'entrepreneuses, enfin, ou entrepreneureux, ça dépend comment est-ce qu'on souhaite l'appeler. Là, c'est pareil, il y a un débat, mais je pense qu'on l'aura pas ce soir. Mais voilà, c'est difficile d'avoir des figures qui arrivent. Moi, je dirais que ça n'a pas été un sujet dans le sens où j'ai pas voulu être entrepreneur et que c'est plus les parcours et l'individu qui m'intéressent plutôt que son genre en lui-même. Par contre, on va pas se mentir que il faut bosser 2 fois plus parce qu'on est 2 fois plus attendu. Que une femme qui n'y arrive pas, bah, c'est parce qu'elle n'a pas la capacité et puis elle ne sait pas gérer. Alors qu'un mec qui n'y arrive pas, bah, il a un coup de fatigue. Bah oui, il gère tellement de choses. Et ça, malheureusement, et je pense qu'il n'y a pas que dans l'entrepreneuriat qu'on le rencontre, c'est sur plein d'autres sujets et on le Ouais. sait. Et indirectement, depuis qu'on est petite, en fait, on nous dit, bah voilà, si tu veux y arriver, on le sait, il va falloir bosser plus pour prouver qu'on est encore plus à la hauteur. Et c'est ce qui fait qu'en fait, souvent, les boîtes dirigées par les femmes, les stats, elles sont meilleures que celles des mecs. Mais bon, ça, il faudra que les gens continuent de l'accepter, de le voir pour faire confiance. Et puis, malheureusement, comme encore une fois, les mœurs sur ces sujets-là évoluent, mais ceux qui donnent un peu les directions là-dessus et les financements, eh ben, ils sont d'une autre époque et du coup, ils n'ont pas encore cette adaptation qui est prise sur, sur la femme et du coup, c'est compliqué. J'ai un exemple concret, je me sens très bien sur un concours d'innovation, parce que bah, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier des concours et que ça marche bien, on continue d'en faire. Et du coup, sur ce concours d'innovation, euh, la personne qui pitchait a perdu ses moyens. C'était un homme. On a trouvé ça très touchant, le fait qu'il soit euh, comme ça, ses sensations et elle ne saurait pas gérer ses émotions, en fait. Et c'est Et pas du donc, tout elle ne personnel. saurait pas gérer une entreprise. Voilà, c'est ça. Et je me souviens très bien de ce concours et ça m'avait profondément marqué, puisqu'on évaluait une compétence de pitch. Et en fait, ça n'a pas été ça qui a été évalué. Et j'avais été profondément dégoûtée. Voilà. Et je m'étais dit, ah mince, il y a encore, et là, c'était flagrant, cette différenciation qui peut être faite. Voilà, donc elle existe, mais elle existe comme elle existe dans la Oui. société en elle-même. Elle est flagrante parce que au niveau des stats, il y a très peu de femmes dirigeantes. Des femmes qui ont levé des fonds, on est encore moins. Et des femmes qui ont levé plus de, je sais pas tout en tête, mais je crois que c'est quand on passe au-dessus de 100 millions, il n'y a plus personne, je crois. Mais parce qu'il faut que tout change. Et en fait, ceux qui donnent l'argent, il faut qu'ils changent d'état d'esprit. Il faut que dans les écoles d'ingé, on motive plus les femmes à y aller. Et en fait, encore une fois, il faut arrêter de croire que parce qu'on a un cerveau de femme, on n'est pas capable de le faire. Enfin, le cerveau est fait de la même façon.
de mon point de vue. Et du coup, il faut juste se dire que c'est parce qu'on se met ses propres limites à soi, quoi. Et qu'il y a beaucoup d'éducation. Ouais. En fait, à tous les niveaux, c'est comme au début quand on dit qu'il faut qu'on encourage aussi les femmes dans les études scientifiques, voilà, que c'est pas en fait réservé aux hommes. Les hommes sont accablés différemment en fait pour faire des maths. C'est faux. C'est juste une éducation des choses qu'on nous rabâche sans cesse, qui nous font devoir être plus attentives à ce à quoi on a l'air plutôt que ce qu'on pourrait faire en fait au niveau scientifique, au niveau littéraire ou au niveau tous les niveaux, hein. Mais vraiment, en fait, on nous apprend plus à nous occuper de notre physique que vraiment, en fait, nous occuper OK, qu'est-ce qu'on peut lancer comme projet, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut... Alors que là, tu vois, Lucie, finalement, en fait, on a créé une boîte et moi, ce qui m'impressionne chaque fois, en fait, quand j'y pense, c'est de me dire qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont en CDI, en fait, à Spotlight. J'ai des personnes dont leur vie perso dépend de la vie pro qu'ils ont et de ce poste, justement, qu'on a été capable de créer et qui se construisent comme ça, en fait. Et tu te dis, c'est parce qu'il y a 8 ans, bah, tu t'es lancé sans savoir ce que tu faisais, que tu as créé, en fait, des dizaines de postes sur ces dernières années et tu as des gens qui vivent grâce à ça, en fait. Et grâce aux aides aussi qu'on a eues de l'État, grâce à notre innovation, grâce au marché qu'on adresse, grâce au chiffre d'affaires qui croît. Et tu te dis, il y a des gens qui vivent grâce à ça. Et je sais pas, je me dis à chaque fois, c'est dingue, en fait. Donc voilà. De toute façon, je trouve l'équipe, c'est la plus grande des satisfactions. C'est ce qui te fait te Mm. motiver le matin, c'est t'embarques tout le monde et c'est ce qui fait que c'est aussi tes plus grandes frustrations. Je pense que c'est jamais simple le RH, mais c'est les plus belles satisfactions. Et je vois, je mets un point d'honneur. On est une plus petite équipe, nous, mais je mets un point d'honneur à ce que et souvent, j'ai pas mal de candidatures féminines, je pense, parce que les gens s'identifient et ont envie que les Ouais. femmes qui travaillent pour moi, déjà dans l'ingénierie et dans la tech, bah, on le sait, et on est toutes là parce qu'on a fait une école d'ingénieur, on n'est pas beaucoup. Dans la deep tech, on est vraiment pas beaucoup. Et du coup, je mets un point d'honneur à ce que les femmes qui rejoignent l'aventure, eh ben, il n'y ait pas d'enjeu de genre. Enfin, des gens recrutent un individu. Et en plus, elles s'épanouissent autant et qu'il n'y ait pas de distinguo pour qu'elle puisse être bien et que, comment dire, elle puisse se sentir légitime et capable de faire la même chose que Mm. d'autres auraient plus de capacité édu- Mm. grâce à l'éducation, se sentent plus à l'aise de faire. Et ça, Et c'est un sur ça, truc sur auquel je le suis. recrutement, j'ai un fun fact, c'est qu'on est passé sur ces derniers mois par une société de chasse, en fait, qui vont aller chasser justement les profils dont tu as besoin. Et en fait, c'était des profils techniques dont on avait besoin, donc de la géophysique et du développement aussi. À des personnes qui recrutent, en fait, quand je leur ai dit, écoutez, donc on aimerait avoir dans les candidats que vous nous présentez, on veut avoir des femmes et des hommes. On veut avoir les deux. Et la première réponse qu'on me donne, c'est ah, mais vous savez, dans le dev, c'est beaucoup d'hommes, faut pas quand même s'attendre à ce qu'il y ait des profils de femmes qui ressortent. Enfin, tout de suite, on te dit, ça va être compliqué, madame, ce que vous nous demandez. Et en fait, non, c'est donc en tant qu'entrepreneur, donc en tant que CEO, etc., je les paye pour une mission. Et ma requête, c'est d'avoir des hommes et des femmes. Donc, soit tu es capable de m'amener des hommes et des femmes, soit en fait, on ne travaille pas ensemble. Et mais je leur ai mis la pression. Et vous savez quoi, les meilleurs profils qu'on a recrutés, parce qu'à la fin, c'est les meilleurs qu'on recrute. Bien évidemment, on a des hommes et des femmes en candidat. On a réussi à le faire déjà, c'était possible. Ne viens pas me dire que c'était pas possible. Et ensuite, on a recruté les meilleurs. Et il se trouve que sur la plupart des postes, c'était des femmes. Et c'est comme ça qu'on est venu rééquilibrer aussi notre ratio homme-femme, qu'on avait un peu perdu à un moment donné après le Covid notamment. Et on l'a rééquilibré cette année parce que j'ai challengé en fait cette entreprise de recrutement pour leur dire, écoutez, c'est pas parce que vous avez l'habitude de faire ce qui est facile que, que ça doit continuer comme ça, en fait. Moi, je vous mets ce challenge en plus et si vous le faites, je vous recommanderais. Non, non, mais c'est bien. Mm. C'est ce Mais qu'il je faut. trouve ça Voilà. super, Donc, je pour trouve ça savoir. vraiment magique ce que vous dites en fait. Ouais. C'est génial et vraiment, mais on est complètement captivés, on n'ose même plus poser de questions. Questions, moi je sais pas, je suis toute. C'est génial ce que vous dites, j'adore. C'est hyper inspirant. Bah, ce que vous faites déjà, Et c'est super avec le club entrepreneur. C'est vraiment génial. À mon époque, je ne me souviens pas avoir vu ça. Puis je me demande s'il y avait des femmes entrepreneurs, certainement, mais moi, j'en entendais pas parler. En tout cas, je pense en créant sa boîte,
avec tous les challenges et puis le défi que c'est, en fait, on se rend compte que finalement, en fait, on a le droit aussi de prendre la parole. On a le droit aussi de mettre nos requêtes, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Et voilà, ça t'aide à prendre ta place et à montrer, OK, donc les hommes, ils ont leur façon de faire, mais parfois, de montrer qu'on est là, en fait, et qu'on va pas juste être silencieuse et timide, quoi. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Même si parfois, je peux être silencieuse et timide, ça m'arrive aussi. Vraiment. Non, mais je pense que Ok. c'est important de montrer que c'est possible. Parce qu'il y en a, en effet, je pense qu'on les a peut-être pas vus, les femmes entrepreneurs. Bah, il y en avait peut-être moins. L'entrepreneuriat n'était pas autant à la mode que ça l'est en ce moment. Ce qui veut dire que c'est quand même un effet de C'est mode. Il y a pas mal c'est d'effets de très mode. à la mode, en effet. Voilà. Et, euh, et c'était aussi, il n'y avait pas ces conférences qui étaient aussi facilement mises en place et la parole était peut-être pas assez ouverte. Et puis culturellement, il y avait peut-être moins de femmes visibles. Puis les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de raisons qui fait qu'on ne les voyait pas. Je pense qu'en effet, en tant que femme dirigeante, on a un enjeu de porte-parole et de montrer à toutes que c'est possible parce qu'il y en a qui, s'y voient pas que c'est réalisable, n'osent pas le faire. Moi, ça n'a jamais été des questions. Et puis, de toute façon, je pense que déjà, le fait d'être ingé, vous êtes un peu hors circuit par rapport à ce que certains, vous pouvez vous prédisposer. Déjà, en faisant le choix de choisir de la tech et de l'ingénierie, on est déjà sur un cursus où souvent, ça dépend des filières, mais le ratio entre hommes et femmes peut se retrouver un peu balancé. Font et qui vulgarisent et qui expliquent que c'est accessible ce qu'on fait ce soir, en fait. C'est pour donner envie à d'autres de se dire, bah, moi aussi, je peux le faire. Le seul risque que l'on prend, c'est d'apprendre. Je pense pas que ça soit un risque énorme, en fait. Enfin, vous n'allez pas perdre du temps, vous allez apprendre un maximum. Vous saurez comment ne pas faire plein de choses. Vous saurez comment, enfin, trouver le bon chemin est pas toujours évident et il est semé d'embûches et c'est avec les échecs qu'on apprend mieux. Et en vrai, il faut passer par là. Et après, au pire, vous avez tenté, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Vous avez une expérience à valoriser qui est dingue par la suite. Du coup, moi, à tous ceux qui ont envie de se lancer et d'entreprendre, en fait, faut oser, il faut le faire. Mm. Bah, merci beaucoup pour ce message. Et je pense qu'on va passer peut-être au dernier aspect qu'on voulait aborder sur un peu les projections futures, etc. Donc, vous, on va dire, enfin, vous vous projetez comment au niveau de l'entreprise dans les années à venir? Vas-y, Lucille. Alors, bah, moi déjà, j'aimerais bien vendre enfin, vendre mon produit qui est toujours en R&D. Donc, dans quelques années, je me vois bien sur de la commercialisation, qui sera une nouvelle étape pour qui sera une nouvelle étape pour la mise, enfin pour ma société, ça sera une nouveauté parce que je ne vends pas encore, donc je ne connais pas du tout cet aspect-là. Et puis on a plein d'autres produits. Le premier produit qu'on va mettre sur le marché, il faudra l'adapter, il faudra faire une V2 et on continuera de cette façon-là. Donc dans quelques années, je me vois là. Si vous me demandez dans 10 ans, ben, j'en sais pas trop plus parce que je ne sais pas ce que je ferai avec Arteria. Mais déjà à court terme, donc à 3 à 4 ans, bah, Ouais. vendre et continuer à développer des nouvelles innovations. Parce que en fait, je me plais bien, même si je ne l'avais pas souhaité, je me plais bien dans ce que je fais. Et c'est quand même très cool de cette aventure-là. Et du coup, je ne me verrai pas changer. Spotlight, du coup, donc on vend déjà notre produit de notre côté. Après, clairement, on a une croissance de marché qui est en cours, on va dire, sur le stockage de CO2. C'est un marché encore qui doit être mis en place et croître encore pas mal pour pouvoir être quand même périn en termes de marché. Donc l'idée, c'est d'attaquer maintenant justement pour adresser le marché tant qu'il est en train de se construire. Comme ça, en fait, on fait partie des briques élémentaires de ce marché-là. Donc ça, c'est notre stratégie de pénétration aujourd'hui pour ensuite être leader sur le marché de la surveillance pour le stockage géologique de CO2. Moi, donc à terme, dans une startup, en général, tu as plusieurs options. Euh, soit tu n'as pas besoin de fonds extérieurs, mais ce qui n'est pas notre cas, du coup, vu ce que tu racontes aussi, Lucille, soit tu n'as pas besoin de fonds extérieurs et tu as une croissance organique et tu as une boîte voilà, qui croît gentiment, voilà, et c'est super.
Soit tu as besoin de fonds et dans ce cas-là, tu intègres des investisseurs. Et à ce moment-là, tu as principalement deux sorties possibles. Soit tu revends ta boîte à un autre acteur du domaine, quel qu'il soit, qui va te proposer un prix. Après, voilà, ça se négocie, etc. Soit tu repars sur une autre levée de fonds encore plus importante pour redévelopper ton produit à une autre échelle. Donc là, je ne sais pas, Spotlight, où est-ce qu'on en est. Nous, on a fait une levée de seed en 2020 avec notre cercle, on va dire, d'experts. On avait levé donc un demi-million d'euros. Et ensuite, là, on a levé 6 millions d'euros l'année dernière, mais cette fois-ci avec des fonds d'investissement, seulement avec donc des fonds d'investissement. Et là, clairement, voilà, c'est des questions qui se posent. Dans 3-4 ans, eux, leur stratégie, c'est de sortir de la boîte et de faire un multiple sur ça. Donc l'idée, c'est donc pour faire un multiple, soit tu revends la boîte, donc à une offre suffisamment forte, soit tu fais une levée, puis tu valorises ta boîte suffisamment pour qu'ils puissent sortir en ayant donc un gain aussi sur leur investissement de base. Donc je ne sais pas encore où est-ce qu'on en sera avec Spotlight. Ce qui est sûr, c'est que on a toujours plein d'idées, justement. Donc aujourd'hui, on adresse les opérateurs. Demain, donc, on voudrait peut-être adresser les certificateurs sur le CO2 pour leur donner un outil pour certifier justement les stockages. Donc ça, c'est une stratégie un peu plus long terme. Donc, ça peut prendre du temps. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en sera, si je serai encore dans Spotlight. Je ne sais pas du tout. Franchement, c'est plutôt en mode, ben, je, je fais le parcours au jour le jour, un petit peu sur cette mentalité d'ingénieur. On voit les challenges, on les adresse un à un, puis on progresse et on progresse. Et, et franchement, genre dans 10 ans, je sais pas où j'en serai. J'en ai aucune idée. Et c'est ça Ça marche. qui est cool aussi, Ouais. c'est le fait de ne pas tout savoir, en fait, et juste de faire ce qui te plaît au moment où tu le fais. Et c'est franchement, c'est challengeant, parfois c'est stressant, mais franchement, j'adore ça, en fait. Et malheureusement, je pense qu'une fois que tu crées ta boîte, ça peut être difficile de rentrer de nouveau dans une entreprise à un poste, on va dire, normal, entre guillemets. Ça, je me demande, Lucille, si ça sera possible un jour pour nous, je ne sais pas. Bah, c'est vrai que tu te dis, après avoir vécu ça, les Ouais, responsabilités, le stress et tout, si t'aimes bien et que tu prends goût, difficile d'accepter après. Quand en plus, enfin, moi, la stratégie que j'ai fait et ce que j'ai créé dans ma boîte, c'est d'essayer de me dire que j'aimerais venir y bosser et que je me sente bien. Et du coup, j'essaie de créer la boîte dans laquelle je me verrais bien avec mes convictions, mes valeurs et mes principes. Et en fait, je pense que ça aurait pas de sens pour moi de me retrouver dans une boîte. Je trouve que c'est pas organisé de façon assez claire, que la communication, ça passe mal. Et ouais, ouais, c'est dur une fois qu'on a été, qu'on a pris beaucoup de décisions et qu'on a porté quelque chose de se retrouver à être plus employé sur un poste normal. Ça, je suis d'accord. Ce qui est rassurant, c'est qu'au final, à tous les niveaux, parce que enfin, moi, du coup, je suis ingénieur, on va dire, employé classique, je sais absolument pas ce que je vais faire dans 5 ans, même si là, je vais commencer un nouveau job. Et au final, même en étant, je veux dire, CEO, c'est... on sait pas non plus. Donc, c'est c'est rassurant. ça, c'est ça. Très bien. Ok. Et ça sert à rien de se projeter vraiment à Ouais. 10 ans ou quoi sur sa carrière professionnelle parce qu'en vrai, c'est beaucoup d'opportunités qui se présentent au fur et à mesure et c'est des opportunités qu'on prend ou qu'on laisse et qui vont définir ce qu'on va faire après aussi. Et moi je sais que j'aime bien garder cette liberté que de pouvoir choisir ce qui me branchera le plus en fait. Voilà. Ok, super. Magali, est-ce que tu avais une autre question? Non, je pense on a bien fait le tour. En tout cas, c'était un très bon échange. Ouais, Bah, c'était merci à vous. enfin, très très intéressant. Je pense que du coup, là, on peut juste peut-être couper l'enregistrement. Et peut-être, alors avant, peut-être faire une petite synthèse. Si vous avez peut-être un mot à dire, un peu le mot de la fin de ce webinaire, chacune, voilà, en 1 minute chacune, si vous avez un petit mot de la fin avant de couper. Je dirais, en fait, l'école d'ingénieur permet d'avoir une rigueur de travail, une façon de travailler, une capacité de le faire qui vous donne les compétences nécessaires pour oser se lancer. Vous ne répondrez pas du tout à tous les sujets, mais vous avez appris à travailler en équipe, vous avez appris à comment dire, à comprendre
et c'est ce que les maths, ça vous parle et c'est important pour gérer les chiffres des finances. Vous avez une méthodologie qui a été apprise et pour ça, vous avez le premier bagage qui va vous permettre de vous aider. Après, il va falloir se faire accompagner, il faut savoir s'encadrer, se remettre en question, Mhm. pivoter si besoin. Ça, c'est d'autres compétences humaines que chacun apprend de sa façon. Mais en tout cas, vous avez, je dirais, les premières compétences qui sont essentielles pour se lancer. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il suffit de les connaître et de se renseigner pour le faire et de s'entourer des bonnes personnes. Il n'y a aucune raison si quelqu'un a envie de se lancer qu'il n'ose pas le faire, en fait. Il y a ce qu'il faut pour. Ben, Merci, pareil, Lucie. ouais, sur la même idée, en France, on a vraiment de la chance d'avoir ces aides-là pour se lancer, pour créer une entreprise, pour créer des emplois et pour créer une boîte qui nous ressemble. Et je pense que il y a trop peu de femmes il y a trop peu de femmes aujourd'hui qui le font. Et clairement, si on arrive en fait à une diversité au niveau des postes en sciences, justement des dirigeantes aussi d'entreprises, si on arrive à une meilleure diversité, en fait, on arrive aussi à une meilleure société. Parce que voilà, la carrière, le pro, ça compte énormément et c'est ce qui va nous permettre de progresser, de nous développer. Et en voyant plus de personnes, en fait, chacun a des façons différentes de faire les choses et dans une meilleure diversité, ça veut dire vraiment d'implémenter des choses qui sont à l'image de ce que les femmes recherchent. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des exemples qu'on a, c'est des sociétés, ce sont des organisations qui ressemblent à ce que les hommes veulent. Maintenant, OK, donc arrivons sur le marché, voyons ce que sont que les règles. On peut jouer avec ces règles-là. Et puis derrière, une fois qu'on les a compris, par contre, on peut vraiment venir implémenter nos propres règles et dire, vous voyez, c'est possible aussi. Venez, en fait, on fait comme on a envie pour créer ce qu'on a envie de créer, de la façon dont on a envie de le créer, dans les domaines qui nous paraissent importants. Parce qu'il y a plein de domaines aujourd'hui, notamment sur la santé des femmes, qui ne sont pas du tout abordés, qui sont beaucoup moins abordés que ceux sur les hommes. Et je pense qu'il y a vraiment plein de sujets dont il faut se saisir et donc un diplôme d'ingénieur pour faire ça, moi je trouve ça génial, mais n'importe quel diplôme en fait ça nous permet de faire ça. Mais c'est vrai que le diplôme d'ingénieur, ça t'apprend à être débrouillarde en fait. Ça t'apprend à être débrouillarde, à comprendre une problématique et à établir un plan pour adresser justement cette problématique et avancer. Et ça c'est primordial, peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu as la logique, tu peux tout faire en fait. Donc voilà, juste si vous avez une idée, si vous avez une opportunité, juste saisissez-la en fait. Et tout ce qui nous limite dans l'opportunité de se lancer, c'est nos propres peurs, c'est qu'on a peur de plein de choses. Et je pense qu'il faut aussi travailler sur les peurs qu'on a aussi en nous pour se dire, OK, si j'avais pas ces peurs, en fait, qu'est-ce que je serais capable de faire? Et voilà. Ok, merci beaucoup pour ces mots de fin qui sont très inspirants comme tout ce que vous avez dit depuis le début. Je pense qu'on va du coup maintenant couper l'enregistrement. Ouais, je Magali, vois. si tu veux bien.